Alors, une question de France, de Chantal. J'aimerais avoir votre éclairage sur un souci de santé que j'ai eu, lymphome, qui a nécessité un protocole de chimiothérapie durant 6 mois. À savoir, toutefois, que je me sens bien, mais qu'une récidive est toujours possible. Merci pour votre réponse. Ça renvoie sur l'idée d'accepter l'hostilité de la vie. En fait, cette femme-là, elle nous dit que ça s'est bien passé, qu'elle est sortie d'affaires. Maintenant, elle garde une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui était déjà là avant l'apparition du lymphome, c'est-à-dire que nous sommes mortels d'une seconde à l'autre, et on n'a pas besoin d'être malade pour être mortel. Il est des morts qui arrivent en quelques secondes alors que tu es en pleine santé. Et le bénéfice secondaire de l'épée de Damoclès, c'est que c'est une épée qui t'oblige à opérer le mouvement que t'as poussé à faire la présence de ce lymphome. C'est-à-dire que si tu n'avais plus peur, tu resterais sur tes appuis habituels, à penser ce que tu as toujours pensé, à nourrir le personnage de fiction que tu as cru être jusqu'alors, et la présence, la proximité de la mort va rendre ta vie un peu plus intense, mais va peut-être te donner le courage puisqu'il y a une espèce de balance entre le bénéfice secondaire de penser ce que je pense, et puis dans l'autre côté, la souffrance. Lorsque la souffrance commence de gagner, le bénéfice secondaire devient de moins en moins intéressant à garder, et ça nous pousse à bouger. Maintenant, Chantal, à tous les coups, sur ce truc-là, on est sur une vieille rancune. Je pense qu'on est sur une vieille rancune accumulée, si tu veux. Tu sais, c'est un peu compliqué parce qu'avec notre tête, on se dit bon, bah c'est bien, j'ai souffert, mais je me suis pardonné, j'ai pardonné, tout va bien. Ce qui est une formule qui va vite à dire, tu vois, ça m'a pris peut-être 2 secondes. Et puis, par contre, quand on dort, on serre les dents. Quand on y repense, il y a encore une pointe de douleur. Pardon. Et je pense que tu t'es mis à accumuler tout doucement une espèce de petit poison, une petite poche de rancœur. Sûrement, moi, de manière générale, on pourrait dire une rancœur après la vie. D'une manière plus précise, on pourrait dire de ne pas avoir été reconnu dans mon rôle de mère parfaite. J'irai là. Du coup, en fait, comme je ne suis pas reconnu dans mon rôle de mère parfaite, je vais avoir tendance à présenter inconsciemment des obstacles devant moi de façon à pouvoir renouer avec la mère courage. Si j'ai de nouveau des obstacles et que je dois les surmonter, je vais pouvoir renouer avec les moments où je me suis senti les plus puissantes dans ma vie, qui étaient les moments où je devais gérer l'urgence de ma marmaille, de la vie, et où je contactais l'énergie de la mère courage. Donc à mon avis, c'est ta méthode secrète pour continuer d'être une mère courage. Peut-être, Chantal, ça pourrait être sympa que tu vois comment tu pourrais éventuellement, et à mon avis, on va avoir ce thème qui va ressortir dans la soirée, accepter de ne pas avoir de raison de vivre. Marie-Madeleine, maintenant que tu as dû peut-être redescendre de ton mouvement de tout à l'heure, je crois que l'idée de la raison de vivre me fait penser que tu as mis tes enfants et tes petits-enfants comme une raison de vivre, et que c'est un poids en fait qu'on leur place sur les épaules sans même y prendre garde. C'est un poids qu'on place sur leurs épaules presque au nom de l'amour. Tu sais, je les aime tellement qu'ils sont ma raison de vivre. Mais en fait, si ton enfant ou ta petite fille devient ta raison de vivre, tu es en train de placer sur ses épaules le poids de ta propre existence. Et c'est pour ça que je disais charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est que l'idée, c'est que ce que tu peux faire de mieux pour tes enfants, c'est te rendre heureuse. C'est évident. Finalement, si tes parents te disaient « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Arnaud? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir ?» tu lui dirais facilement « Maman, papa, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que tu prennes plaisir, sois heureux. » Tu m'avais dit l'inverse une fois. Je t'avais dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ma mère soit heureuse ?» et tu m'avais dit « Sois heureux. » Eh oui, ça marche dans les deux sens. Évidemment. En fait, ce qu'on peut faire de mieux pour les autres, c'est s'occuper de soi. Si tu veux, de toute façon, les enfants fonctionnent par mimétisme. Ils lèvent la tête, ils regardent comment ça marche, et ils copient. Quand un parent est heureux, l'enfant, en fait, copie le modèle.
Mais évidemment, en fait, ça marche dans tous les sens, ça. C'est pas unilatéral. C'est la même chose avec la reconnaissance des parents. Si j'exige la reconnaissance de mes parents, j'ai qu'à les reconnaître. Et je suis reconnu, de fait. En fait, les énergies, on les échange toujours en 8. Tu sais, le fameux 8 de l'infini. Tu produis quelque chose, ça arrive chez toi en passant par l'autre. Ouais, c'est bon ça. J'avais pas pensé à ça. En fait, ça c'est un truc que j'ai souvent demandé moi à mes parents. Oui. Ouais, le désir d'être reconnu. Absolument. Bah, bien sûr. Mais si tu veux même, on peut carrément le ramener dans le couple, dans la vie de couple de tous les jours. Je rencontre des gens qui espèrent follement être aimés tels qu'ils sont, et qui sont complètement incapables à l'idée de prendre l'autre tel qu'il est. Ah ouais. Première étape. Et puis, toujours en poussant un tout petit peu, j'ai le désir d'être aimé tel que je suis, mais je demande à l'autre de me deviner. C'est-à-dire que je ne me présente pas tel que je suis. Donc, je te montre un espèce de faux moi, et puis toi, débrouille-toi pour deviner qui je suis réellement, et aime-moi tel que je suis réellement, pas tel que je te montre. Ça, c'est l'exemple du bourru. Ça complique. Ça peut être l'exemple du bourru. Alors, pour préciser, le bourru, c'est celui qui a un grand cœur, mais qui ne le montre pas. Et donc ça sert à personne, en fait. C'est ça. C'est mieux quand je le dis, en fait. Ben oui, c'est pour ça qu'on te paye. Mais dis-le, redis-le mieux. Ouais, le bourru, c'est parce que c'est une image vosgienne. Dans les Vosges, des bourrus, il y en a partout. Je trouve que... Enfin, j'ai adoré cette image, moi, dans mon enfance. J'ai un oncle qui, quand j'arrivais, quand il me voyait, que je sais pas, j'avais 12 ans, il me serrait la main, comme ça, et il me disait « Salut la guimauve !» C'est l'exemple même du bourru. « Salut la guimauve !» Il y avait une variante, il m'appelait la gelée aussi. Bon, on se construit avec ça. C'est un bourru, et avec un cœur d'or. Il s'appelait Jean-Marie. Et son cœur d'or était bien au fond de lui. Et du coup, comme il n'exprimait pas son cœur d'or, bah, c'était juste un bourru. Et un bourru qui a un cœur d'or, bah, ça sert à rien, c'est juste un bourru. Et on s'en fout de savoir qu'il a un cœur d'or. C'est quand il le met au dehors, c'est-à-dire quand il exprime ce qu'il y a dedans, qu'il le devient. Finalement, et à mon avis, on reviendra aussi là-dessus dans cette soirée, parce que c'est mon thème du moment, je suis ce que j'exprime. Lorsque j'exprime mon cœur d'or, j'ai un cœur d'or. Il y a une petite différence entre ne rien exprimer et attendre de l'autre qui te devine. Ouais. Là, ton bourru, il ne s'attend pas à ce qu'on le devine. Ça dépend lesquels. Après, voilà. Jean-Marie, par exemple. Si, Jean-Marie, en fait, voulait être vu dans son amour, bien sûr. En fait, je ne crois pas avoir croisé de personnes qui ne souhaitent pas être reconnues dans ce qu'ils sont. Ouais, dans un couple, on peut quand même avoir des situations où l'autre... Enfin, moi, j'en ai connu, on en a tous connu, j'imagine, où il y a vraiment... ou même, moi, j'ai fait vivre à d'autres. Je ne sais pas dire qui je suis, je ne sais pas dire ce dont j'ai besoin, Ouais. et je t'en veux de ne pas deviner l'évidence. Alors moi, je suis sur une autre version maintenant. Je comprends ça, hein. J'ai vécu ça aussi. Hein. Je ne sais pas dire qui je suis, je ne sais pas dire quels sont mes besoins, et l'autre donc peut prendre les pieds dans le tapis en disant, bah en fait, la communication est pas simple. Maintenant, en fait, je suis plutôt sur la posture de m'exprimer comme la personne que j'ai vraiment envie d'être. En fait, pour vraiment être clair, quand je vois le nombre de fois où dans mes relations, je me suis vraiment exprimé comme un gars que j'avais vraiment pas envie d'être, où je me suis mis à agir comme quelqu'un que j'avais vraiment pas envie d'être, que je pense que la clé, elle est plutôt à cet endroit-là. Qu'est-ce qui fait que tu peux t'exprimer, ou tu peux agir comme quelqu'un que tu n'as pas envie d'être? Parce qu'en fait, tu préfères faire un bras de fer, essayer de tordre l'autre, essayer d'amener l'autre à la forme qui va finir par te convenir par des moyens qui te sont propres. Donc ça peut être faire la gueule, ça peut être enfin tous les mécanismes qu'on peut avoir pour tordre l'autre. Gagner la guerre. Gagner la guerre. Mais je trouve en fait que c'est plus judicieux, en tout cas pour moi aujourd'hui, de me mettre non pas à attendre d'être deviné, mais à laisser sortir de moi des trucs avec lesquels je suis complètement d'accord. Je vois vraiment des gens arriver en stage, me dire j'aime mon mari, j'aime la personne avec laquelle je vis, mais qui se comportent avec d'une manière que eux-mêmes ne peuvent pas supporter. En fait, ils se comportent comme des cons, tous les jours, et des fois la clé elle est juste là. Comporte-toi comme la personne que tu as vraiment envie d'être. Arrête de produire ce truc-là. Donc là, on ne se pose pas la question de savoir si la personne aime vraiment son mari.
On suppose qu'effectivement, elle aime réellement son mari. Tu Parce parles de qui? De la personne à qui j'ai répondu, quoi? Non, de la personne dont tu parles dans l'exemple. Ouais, non, je me pose pas cette question-là. Mais après, aimer vraiment, pas aimer vraiment. Ça peut aller loin. Ouais. On part sur l'autre question? Ouais.